c'est qu'en fait, on enregistre, en fait, ils ont enregistré nos présentations et après, ils ont édité pour mettre sur le site de Maison de penseurs iraniens. Si vous nous permettez, donc, ça sera génial comme ça. Euh, En parlant de la présentation orale. voilà. Ok. Alors, je commence quelques minutes en personne et après, je vais continuer. سلام خدمت دوستان عزیز، خانم ها و آقایان. بسیار خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. بنده احمد شاکری به همراه دو استاد گرانقدر این افتخار رو دارم که در خدمتشون باشم، خدمت دوستان باشم برای برنامه‌ای که امروز در خانه اندیشورزان ایرانی و به همت و حمایت مؤسسه حامی علوم انسانی برگزار خواهد شد. عنوان این برنامه علوم انسانی و مطالعات میان رشته‌ای هست، مشکلات، چالش‌ها و چشم‌اندازها. در خدمت شما خواهیم بود با سخنرانی اساتید بزرگواری که در خدمتشون هستیم و بنده هم در انتها در خدمتتون خواهم بود. جناب آقای پروفسور عبدالنبی الاشقر، استاد دانشگاه پل-والری مونپلیه 3 که عنوان سخنرانیشون همگرایی‌ها و واگرایی‌ها در رویکردهای میان رشته‌ای علوم انسانی هستش، و جناب آقای دکتر محسن رحمانی تبار که دکترای حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه مونپلیه دارن. دوست عزیز و گران، یکی از مباحث بسیار مهمی که این روزها به نظرم همه ما نیاز هست که بیشتر در موردش بدونیم، به این که زمانی که حقوق به یک موضوع فرهنگی تبدیل میشه در جوامع مختلف. و در انتها هم بنده احمد شاکری در خدمتتون خواهم بود. این افتخار رو دارم که با هر دو دوست بزرگوار همکاری داشتم و جزو افتخارات علمی بنده بوده. در مورد علوم انسانی جدید صحبت خواهم کرد، در خدمتتون خواهم بود و اینکه رشته چطور میتونیم هموار بکنیم. زبان سخنرانی ها به زبان فرانسه خواهد بود. البته که بعد از سخنرانی آقای دکتر الاشقر من ترجمه مختصری از ترجمه صحبت ایشون رو خدمتتون ارائه خواهم کرد و آقای دکتر رحمانی تبار هم بخشی از صحبتشون رو به زبان فرانسه ارائه خواهند کرد و در ادامه به فارسی همون رو بخش‌هایی رو به خلاصه خواهند گفت و من هم در خدمتتون خواهم بود. خواهشم این هست که دوستان هر جایی که سوالی دارن در انتها ما پرسش و پاسخ هم خواهیم داشت و در خدمت همه خواهیم بود. Alors, je vous remercie infiniment, monsieur le professeur Abdelnabi Lashkar et Dr Mohsen Rahmani Tabar. C'est un grand honneur pour nous d'être avec vous. Professeur Lashkar est professeur de l'université de Paul-Valéry Montpellier 3, donc qui est maintenant, qui travaille, qui a publié beaucoup de livres. Vous connaissez les Iraniennes parce que les Iraniennes, vous connaissez bien parce que vous avez déjà présenté Oui. 2 ou 3 séances, je pense, si je me souviens bien. Sinon, merci de me corriger. Donc, Monsieur Alashkar est spécialiste de plusieurs domaines, dans le média, linguistique, littérature, Non, pas communication. littérature. Je travaille sur la littérature orale, par contre. Ouais. Oui, littérature orale. Donc, vous pouvez
voir le CV qui est vraiment long et brillant de professeur Lashkar sur le site de Montpellier. Donc, le sujet de présentation de professeur Lashkar, c'est convergence et déconvergence, si je me souviens bien, en fait, parce que j'ai oublié un instant. Oui. Oui. Convergence et divergence dans les approches interdisciplinaires des sciences humaines. Donc, la parole est à vous. Je ferme en fait mon caméra. On vous écoute. Et après votre présentation, je traduis pour les gens, en fait, les participants dans le séminaire, qui sont nombreux ici. D'accord. Merci, cher ami, cher collègue Ahmed Shakiri, de m'avoir invité à cette rencontre. Merci aussi de nous garantir, ou plutôt de nous faire encore une deuxième rencontre avec Dr Mohsen. Et voilà, dans la mesure où, de toute façon, ce que je vais présenter après, ça colle aussi avec ce qu'il fait, lui, si on parle de terminologie, etc., de spécialité. Et donc, comme je disais, donc, je vous remercie de m'avoir associé à ce débat à propos de la notion de l'interdisciplinarité telle qu'elle est appliquée dans les sciences humaines, mais qui, à mon avis, ne peut avoir un vrai sens aujourd'hui que lorsqu'elle est liée à son volet, plutôt au volet sciences sociales, dans la mesure où aujourd'hui, on vit dans une société connectée, une société dominée par l'intelligence artificielle. Et donc, cette interdisciplinarité, d'ailleurs, comme la notion de transdisciplinarité, de pluridisciplinarité, est devenue une obligation. D'ailleurs, je pense que personnellement, j'en avais parlé en 2004, je pense. On parle d'obligation d'interdisciplinarité et de transdisciplinarité. Et, comme je disais, parce que cette notion remet en question, ou plutôt la notion d'obligation remet en question le sort des disciplines au champ disciplinaire, devant avoir une certaine indépendance les unes des autres sans vraiment se remettre en question au moment de, comme je disais, donc du numérique et de l'intelligence artificielle. Cette interdisciplinarité, donc, qui est souvent vue comme une articulation entre deux savoirs qui entraîne par approches successives des réorganisations, de toute façon, la réorganisation partielle ou totale, d'accord, des champs théoriques en usage ou en présence dans les sciences humaines et aussi dans les sciences sociales. Et dans tous les cas, cette interdisciplinarité se banalise ces dernières, se banalise depuis les années 60 d'ailleurs, dans la mesure où on a les politiques publiques, et donc je parle des pratiques enseignantes, donc le ministère, ou de toute façon les ministères d'enseignement général d'éducation nationale, d'accord, qui commençaient à faire appel à cette notion tout simplement parce que c'était un moyen de lutter contre les spécificités académiques de la recherche publique. Et donc, il fallait savoir l'orienter vers une complémentarité. Donc, dans la mesure, on sait que voilà, donc on a un professeur de mathématiques qui enseigne avec du français ou de toute façon un enseignant en Iran qui enseigne les mathématiques ou le physique, ce que vous voulez, mais de toute façon, il enseigne en iranien ou en persan, ce que vous voulez. D'accord? Et donc, il fallait faire ce lien, créer ce lien de complémentarité. Sauf que cette interdisciplinarité, elle a été aussi exigée au sein des champs disciplinaires, d'accord? Presque, on va dire, par exemple, voilà, dans un cadre linguistique, on va exiger de l'interdisciplinarité entre l'enseignement de la grammaire. De toute façon, d'abord, la réflexion sur la grammaire
et après l'enseignement de cette grammaire par rapport à la sémantique, par rapport à la lexicologie, etc. etc. Donc, je vois que ça ne bouge pas. Donc, ce qui me permettra, si on parle d'organisation, donc de parler de de l'interdisciplinarité, donc des frontières entre les autres notions et concepts appliqués dans le cadre, encore des cadres de séparation, de rapprochement des disciplines. Après, donc, ce seront aussi des questions méthodologiques, surtout en lien avec la recherche. Et on verra comment, voilà, donc, sur la notion de discipline, comment il est lié à la notion de disciplinarité dans les travaux de recherche en sciences humaines et sociales. Et là, où je prendrai moi le domaine donc, de la parémiologie, donc c'est ce domaine qui s'intéresse aux proverbes, et la gestion automatique, c'est-à-dire donc l'utilisation d'outils informatiques, d'accord, ou ce que j'ai appelé moi le domaine de l'ingénierie informatique pour parler de la fixité ou non de ces formes parémiques. Et avec ça, donc, on parlera des théories de l'analyse du discours et structure syntaxique. Et enfin, on finira par une discussion, ou plutôt discussion à la fois des conclusions, mais aussi des remarques conclusives. En effet, donc l'interdisciplinarité, il fallait vraiment penser à cette notion de frontière dans la mesure où, comme je disais ce que j'ai proposé au début, l'interdisciplinarité reste une démarche dans laquelle deux disciplines vont se croiser ou vont croiser leurs compétences, leur savoir-faire et interagir pour permettre d'abord aux chercheurs, dans la mesure où on veut parler de la recherche, d'accord, aux chercheurs en sciences humaines, aussi en sciences sociales, de découvrir une notion, de la comprendre, de la mémoriser et surtout de l'inscrire dans son jargon de spécialité, au lexique, quand vous voulez, vocabulaire, pour construire à la fois donc une ontologie, d'accord, mais en même temps construire un apprentissage. Et cette interdisciplinarité sera vue comme un ensemble de situations créées par une thématique de recherche, mais qui permettent aux chercheurs d'intégrer d'autres notions ou des notions clés, des concepts clés aussi de cette thématique, de la comprendre, puis aboutir à un apprentissage afin de les appliquer d'abord au domaine de la recherche, puis à l'enseignement, c'est ce qui nous a fait plutôt fait ressurgir ce domaine de recherche qu'on appelle la recherche action. Ainsi, donc, cette approche interdisciplinaire assure une interdépendance entre les disciplines, ou au moins deux disciplines en sciences humaines, parce que leur contenu et leur démarche peuvent être interreliés. Et là, je cite les travaux de Lenoir et Sauvé de 1998. Donc, c'est ce que nous essaierons ici d'expliciter ici dans cette recherche qui, en reliant linguistique et informatique, et c'est pour ça que je parlais de la parémiologie linguistique, d'accord, vise la représentation originale d'une notion, d'accord, d'une situation ou d'une problématique particulière. Donc, parler, comme je disais au début, donc, d'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'il faut parler, donc, utiliser ou de revenir aux notions d'intradisciplinarité, de transdisciplinarité, de multidisciplinarité, pluridisciplinarité, et tout simplement parce que le chercheur en général, comme l'enseignant d'ailleurs, et comme l'apprenant aussi, donc qu'il soit à l'université ou à l'école, d'accord, se trouve face à cette multiplicité de notions et souvent il se perd, d'accord, aussi devant cette multitude de notions, tout simplement parce qu'il ne sait pas réellement où il se trouve par rapport à par rapport à l'objet présenté ou à l'objet étudié. Mais comme je disais, comme ça a été annoncé au début de la présentation, l'interdisciplinarité implique nécessairement des relations entre des éléments de
entre des éléments constitutifs de moins de disciplines telles que les méthodes, les techniques, les concepts aussi, les contenus. Et cette transdisciplinarité devient aussi l'objet de plusieurs interprétations, mais qui peut se comprendre comme étant l'étude d'un sujet par rapport par plusieurs disciplines qui mobilisent leurs concepts, qui vont au-delà de leurs particularités disciplinaires pour aboutir à un résultat rassembleur à travers, je cite, la mise en œuvre d'une méthode fondamentale commune à toutes les disciplines. Et là, je reviens aux travaux d'Angers et Bouchard, 1992. Donc, en effet, la transdisciplinarité devient une construction de contenu et de méthodes. Or, dans le cadre de l'interdisciplinarité, les contenus et les méthodes devraient normalement provenir, d'accord, des disciplines. Mais cette transdisciplinarité peut laisser supposer ou poser, construire, d'accord, les problèmes dans leur complexité et ainsi élargir leur champ de compréhension. Et là, on va dans le travaux de Lenoir. Et là, donc, transdisciplinarité voudrait dire donc aborder cette notion de pluridisciplinarité qui constitue en elle. Et donc, c'est là où on avait parlé donc, de maîtrise de temps, et donc c'est là où je vais dans ce sens d'application. Et je reviens à un travail que j'avais donc constitué dans ce cadre même, d'accord, de ce qu'on a appelé le projet créatique, IDEX créatique, où il fallait donc faire ou proposer une nouvelle façon d'enseigner par les proverbes. Donc ça a été appliqué aussi dans le cadre de la psychologie, où on a essayé de soigner donc des patients par la citation et l'emploi de proverbes. Et là, donc, je voulais, d'accord, qu'on le fasse donc côté enseignement. Et donc, ce que je disais, la réaction, plutôt, c'est dans le cadre recherche-action. Donc, d'abord, la terminologie est une branche de la linguistique qui s'intéresse à l'étude des proverbes et des formes proverbiales dans une culture précise. Et donc là, ce que vous allez voir, c'est dans le cadre arabe, c'est qui implique qu'elle peut faire appel à la dialectologie, à la psychologie sociale, à l'anthropologie, à la sociologie, et de là se servir des mêmes outils ou principes méthodologiques pour atteindre ces objectifs. Et que, voilà, donc l'enregistrement, l'enquête, l'accumulation de dossiers, constitution de corpus, etc. Donc, bien que cela puisse paraître un argument évident, il a donc moi, je voulais donc parler de cette notion d'incarnation dans où parlent les expressions stéréotypées expressives dans les proverbes, d'accord, qui a souvent été négligé, mais qui normalement fait partie même du squelette ou de la morphologie du proverbe, tout simplement parce que les formes proverbiales ont toujours été marquées par la fixité, tout simplement parce qu'on ne peut ni changer ni déplacer un élément constitutif de ce proverbe, d'accord, soit au début, soit à la fin, soit au milieu de la structure proverbiale. Et c'est pour ça que je voulais, d'accord, j'ai insisté sur cette notion d'incarnation, mais peut-être dans de futures recherches, on peut le développer, mieux développer, quoi. Et donc, comme je disais, si on parle de disciplinarité et méthodologie, donc, et c'est là où on revient donc, aux éléments centraux même de l'interdisciplinarité, d'accord, c'est que donc, toute discipline se base sur une méthodologie, et ici, donc, je disais, donc, puisqu'il s'agit de proverbes, et donc c'est la littérature orale, puisque Dr Ahmad m'a présenté en tant que spécialiste de littérature, comme je dis, donc c'est plutôt de la littérature orale quand on parle des proverbes. Donc, la recherche présentée ici se base sur un corpus qui traite plutôt la femme en général, donc si on parle de thématique, la thématique de la femme, et en lien avec l'homme, d'accord, des proverbes soit sont abordés par des femmes pour des femmes, ou des hommes abordés par des hommes, d'accord, pour plutôt, ou des proverbes abordant les hommes, l'homme en général, et donc c'est qu'il est exprimé par des femmes. Après, donc, si on veut parler de méthodologie, donc ce sont des sources
direct, donc communication, etc., aller sur le terrain. Et comme je disais, donc, personnellement, donc, ma thèse a été faite sur plutôt dans une approche lexicale comparée entre le français et l'arabe marocain, et dans la région de Jbala. Et donc, c'est une région qui se trouve au nord du Maroc, pour préciser un petit peu les choses. Et avec ça, donc, il y avait des sources indirectes. Et là, je suis revenu encore à des travaux que j'avais effectués, comme je disais, dans Corpus, et d'autres travaux liés à ce sujet, en parlant des proverbes, en parlant des travaux de 2004, 2005, 2010, 2015, 2019, etc., etc. Et sans oublier donc le travail, d'accord, de Kitot sur le dictionnaire. Si on veut parler de méthodologie, donc d'abord, puisqu'il s'agit de corpus, donc il fallait un traitement, et donc entretenir un corpus, donc c'est cet ensemble de données qu'on a recueillies sur le terrain. Puisque c'est un arabe marocain, mais qui est destiné à un public français, donc il fallait transcrire puis traduire. Et c'est là où se trouve, où réside la difficulté. Peut-être qu'un jour, on parlera aussi de la traduction de ces données. Après, donc, toujours dans ce cadre-là, donc, il y a cette construction et description des variables et analyse des échantillons. Et ça, par exemple, on l'avait fait avec un logiciel, donc on verra à la fin, le logiciel R, d'accord, qui est plutôt un logiciel de statistique qui fait le lien entre l'informatique, les statistiques et la linguistique. Le classement, donc, il fallait pour arriver à résoudre plutôt une partie, donc, analyser ce travail, donc, il fallait passer par le classement des proverbes. Et donc, c'est là où on va, puisqu'on parle de l'interdisciplinarité, donc, c'est là où on va, par exemple, soit en sociologie, soit en anthropologie et d'autres, d'accord, disciplines de sciences humaines qui utilisent la même chose. Et euh, ce classement, donc voilà, il se faisait selon différents critères, mais surtout linguistiques et surtout syntaxiques et morphosyntaxiques, ça aussi on le verra tout à l'heure. Après, donc, et comme je disais, donc, dans l'objectif était d'expliciter le fonctionnement de certaines variables à travers donc, des exemples du corpus. Après, il fallait aboutir à classer les données, mais sur le plan stylistique et syntaxique. Donc, si on veut parler de structuration, et comme je dis, c'est pour ça que si je parle des structures à sémantiser, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez bien la diapo ou pas. Oui, 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 oui. c'est visible. Oui, c'est visible, oui. Si je bouge ça, c'est visible encore. Merci de bouger un peu après. Oui. Oui, Non, oui, c'est visible. J'ai non. juste une question. Est-ce que vous voulez que je traduise jusqu'à maintenant et après on Ok, va vas-y, vas-y. comme ça? Je pense que ça sera pratiquant aussi pour nos amis. من با اجازه قسمت هایی که تا الان آقای پروفسور اشقر ارائه کردن رو به صورت خلاصه براتون ذکر میکنم تا به این قسمتی که رسیدن، مختصر مبحثی که بودش. توی این بحث ایشون دنبال این هستن که با یعنی تعریف مفاهیم رو ابتدا ارائه بکنن و ببینن که چه مرزهایی بین رشته‌ای وجود داره. بنابراین اول از همه یک تعریفی ارائه کردن، گفتن که بین رشته‌ای بودن فرایندی هستش که تو اون دو تا رشته مهارت‌ها و دانش‌های خودشون رو با همدیگه به اشتراک میذارن. در اصل یعنی مفاهیم و روش‌های پژوهشی خودشون رو مورد بررسی قرار میدن. این فرایندها در علوم انسانی و علوم اجتماعی بسیار مهم هستند، چون به کشف مفاهیم و ایده‌هایی کمک میکنن که باعث میشن دانش‌هایی که در رشته‌های خودشون هستن رو به چالش بکشن. بنابراین یک زبان مشترکی نیاز هست تا در مفاهیم بینارشته‌ای بشود یک اشتراک نظری داشت، یعنی یک پژوهشی برای ادغام مفاهیم و ایده ها
از طریق یک موضوع پژوهش مشترک معمولاً دشوار هست، چون بینارشتهیت از پژوهشگران میخواد که به اشتراک گذاری اصطلاحات تخصصی رو تسهیل بکنن تا یک زبان مشترک هم بسازند. از این طریق توی ابتدای صحبت‌هاشون هم که داشتن راجع به مرزهای بین رشته‌ای صحبت می‌کردند، مباحث مرتبط به این که آیا ما چه گرامرهایی در حوزه‌های مختلف استفاده می‌کنیم و مباحث زبانشناسی رو مطرح کردن. بحث روش شناسی در علوم مختلف رو خواهند گفت و ابزارهای انفورماتیکی که برای اینها نیاز هست و در اختیار هست و مباحثی که مرتبط با تحلیل گفتمان هستش. این قسمتی که در اسلاید توقف کردن همون مبحث‌های مرتبط با تحلیل گفتمان هستش. و حالا چه رویکردهایی میتونیم به این حوزه داشته باشیم؟ میتونیم رویکرد یک پارچه داشته باشیم که یک چشمانداز گسترده‌تر و بازتر رو نسبت به بررسی مفاهیم و جهان حالا به قول معروف مورد نظر برای ما ترسیم بکنه. در اسلاید بعد آمدن راجع به چیستی بینارشته‌ای، درون رشته‌ای، فرارشته‌ای، چند رشته‌ای و هم رشته‌ای صحبت کردن. اون چیزی که ترانس دیسیپلیناریته نامیده میشه. Vous voyez en fait trouver des équivalents en persan c'est un peu difficile. Pour ça qu'en fait j'utilise parfois le mot. چیزی که ترانس دیسیپلیناریته ما میتونیم نام بدهیم یا فرارشته‌ای بودن، یه روشی است که حالا اساساً غیر رشته‌ای است و فرارشته‌ای در چارچوب بین رشته‌ای قرار میگیره. منابعشون رو هم که در داخل اسلاید ها ذکر میکردم، مثلا این برای سال 1992 سال 1999 بود. بحث چند رشته‌ای بودن رو به عنوان یک نگاه یعنی مولتی دیسیپلیناریته ذکر میکردن که استفاده از چندین رشته مرتبط برای حل یک مسئله بدون اینکه هیچ کدوم از این رشته ها بتونن مشخصه های خودشون رو از دست بدن. باز هم مرجع همون پیاژه بود و موقعا 1992 1999 بحث پلوری دیسیپلیناریته که همراه فرایند ادغام چندین رشته مرتبط هستش برای حل یک مسئله. این هم با توجه به اینکه هیچ کدوم از اینها مختصات و ویژگی‌های خودشون رو از دست ندن، بحث انتردیسیپلیناریته یا تعاملات در بین رشته‌ای بودن هستش که گاهی اوقات ارتباط آشکار بین چندین رشته رو ما میتونیم از اون طریق درک بکنیم و بحث انتردیسیپلیناریته یا یه سری از مجموعه های درون رشته‌ای هستن که از زیر شاخه ها استفاده میکنیم برای تحلیل هایی که هست. در پاورپوینتی راجع به بینارشتهیت و روش شناسی صحبت کردن. در دیسیپلیناریته متدولوژی توی اون داشتن یک موضوعی رو طرح می‌کردن و میگفتن که مثلا یک کار علمی که انجام شده راجع به ضرب المثل‌های مراکشی جمع‌آوری شده هستش که تعدادی از اون عناوین 209 داشت مربوط به زنان، 65 تا مربوط به مردان بودن، 37 تا ضرب المثل هم مربوط به زنان و مردان بودن. حالا از چه طریق اینها، یعنی از طریق منابع مستقیم بخششون انجام شدن، یعنی از طریق تماس‌های تلفنی از فرانسه به شهرهای مختلفی که ذکر کردن در 3 شهر، از طریق منابع غیر مستقیم مثل پایان نامه‌ها استفاده شده که حالا تاریخ‌ها 2004 2010 2015 بوده، یا مراجعه به اینترنت و دایره المعارف ضرب المثل هایی که هستن. بنابراین به لحاظ روش شناختی بحث پردازش بوده، بحث مجموعه‌ای که در اون قرار می گرفته ترجمه ضرب المثل های گردآوری شده، ساخت و توصیف متغیرها و تحلیل نمونه ها رو مد نظر داشتن و حالا در مطالعه نمونه‌ای که راجع به ضرب المثل های منتخب خودشون داشتن انجام میدادن بیشتر داشتن به این قسمت داشتن توجه میکردن که بگن یه لحظه من اگر اجازه بفرمایید، چون بسیار تخصصی است کلماتی که استفاده میکنن، اون
موضوعی که مورد مطالعه هستش چجوری داده ها داره تقسیم بندی میشه، کاربرد بعضی از این ضرب المثل ها در پیکره مورد مطالعه ما چطور هست، و بعد حالا دسته بندی کردن داده ها بر اساس یک پلان استیلیستیک به قول معروف و حالا روش شناسانه و استیل از طریق اون مسیر هستش.